Bertrand Gilles a une vie bien remplie. Bertrand Gilles, en effet, s'est attaché, de manière prolixe, à travailler sur l'histoire des techniques, et en particulier sur la métallurgie. La présente communication, regard de Bertrand Gilles sur la métallurgie d'autrefois, vise à essayer de comprendre à la fois l'origine de cet intérêt pour Bertrand Gilles sur la métallurgie, mais aussi pour essayer de comprendre, d'analyser le cheminement de sa pensée pour l'étude à laquelle il s'attache dans un ouvrage publié en 1949 sur précisément la météorologie que nous évoquerons dans un instant. Les origines de l'intérêt de Bertrand Gilles pour la métallurgie résident dans une anecdote toute simple. Il est envoyé un jour dans le centre de la France. Et là, dans les origines de l'entreprise qui remontent au XVIIIe siècle, se trouve une maison d'un maître de forge. Et là, dans l'aile d'un bâtiment, il découvre un lot d'archives qui, à ses yeux, a priori, paraissent complètes, mais en même temps cohérentes. Et il ne va avoir de cesse, finalement, que de chercher ailleurs, en France, d'autres dépôts d'archives similaires. Alors, à la fois dans des centres d'archives officiels, institutionnels, mais aussi au gré de ses pérégrinations dans d'autres lieux. Ces travaux sur les archives se révèlent finalement assez nombreux, qui permettent donc de mettre en évidence non seulement les activités d'un maître de forge de manière générale, mais aussi dans une perspective plurielle. La bibliographie, à l'époque, est assez peu importante. Il y a bien ici ou là quelques monographies, mais il y a, au sortir de la Grande Guerre, deux ouvrages qui ont été publiés. L'un de Charles Ballot, qui est un soldat mort au front en 1917, aux environs de Verdun, l'introduction du machinisme dans l'industrie française, ouvrage posthume donc, publié en 1923, et puis, 3 ans plus tôt, par Hubert et Georges Bourdin, l'industrie sidérurgique en France au début de la Révolution. Tout ceci, avec ses pérégrinations dans les archives, eh bien, tout ceci sert de base, de fondement à Bertrand Gilles pour publier cet ouvrage dont il était question il y a un instant, Les origines de la grande industrie métallurgique en France, publié en 1949. Il a alors 29 ans. Les centres d'archives, quels sont-ils? C'est à la fois les archives nationales, les archives départementales pour 28 centres départementaux, quand même, pour l'époque, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on connaît les moyens de transport un peu limités au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi des recherches assez imposantes dans des centres d'archives pour les archives municipales de Nantes ou encore de Nevers, mais aussi dans des archives privées, telles que pour deux sociétés en particulier, la Société des Hauts Fourneaux et Forges d'Alvar, mais aussi la Société Lorraine des aciéries de Rombas-Guérini. Le plan que l'on se propose de suivre aujourd'hui porte sur 3 points. D'une part, sur l'impulsion donnée par Colbert, qui devient intendant des finances en 1661, et qui s'attache en particulier aux manufactures, et notamment pour ce qui touche au travail de l'acier, la métallurgie. Deuxième point, sur les conditions de l'industrie du fer, pour une période qui à la fois englobe la fin du XVIIe siècle, mais aussi le XVIIIe siècle. Car en effet, cet ouvrage sur la métallurgie en France, eh bien, Bertrand Gilles y attache de l'importance pour justement ces années de 1661 à 1789. Enfin, la dernière partie, elle porte sur l'état des forges françaises en 1772, à partir très précisément d'un ouvrage de l'abbé Terré. Nous y reviendrons dans quelques instants. Première partie donc sur l'impulsion due à Colbert, intendant des finances à 1661. Très vite, à partir du moment où Louis XIV règne seul, en tout cas pour diriger finalement le pays, pas tout à fait seul quand même, eh bien Colbert, sur le plan économique, apparaît comme véritablement à la fois l'instigateur et la cheville ouvrière d'un renouveau économique. Simplement, ce renouveau économique connaît 2 limites. D'une part, le poids des guerres, avec ici une forte demande d'armes et de munitions.
Cette forte demande d'armes et de munitions, cela peut paraître étrange en un sens. De l'évoquer ici parce qu'on pourrait se dire que cela stimule la demande. C'est vrai, et ça stimule l'économie. Le problème, c'est qu'en fait, cette demande est particulièrement forte, récurrente, durant pratiquement tout le règne de Louis XIV. Et en réalité, l'économie française, l'industrie française, ne parvient pas toujours à répondre à ces demandes incessantes. Il y a un deuxième aspect qui limite quelque peu le renouveau de l'activité, c'est que finalement le marché, pour la métallurgie, le marché est inondé de fer étranger, du fer qui provient en particulier d'Espagne et de Suède. Quant à Colbert, pour quelle raison accorde-t-il de l'intérêt finalement à cette métallurgie? Oh, c'est parce que tout d'abord, il a été finalement au service, pour un certain nombre de forges, au service de Mazarin, et dans son sillage, finalement, eh bien, il y a eu cet intérêt qui s'est développé. Mais il y a aussi le fait qu'au centre de la France, eh bien, Colbert possède un certain nombre de forges. Et il a soin de veiller à leur mise en valeur. Il a soin de veiller à leur rentabilité. Simplement, ce renouveau et cet intérêt de Colbert, il faut les comprendre, et en particulier à propos des règlements qui sont mis en place. Or, on commence à voir apparaître un certain nombre de règlements qui sont assez stricts en ce qui concerne la métallurgie. On en a en effet quelques exemples où l'on voit qu'il y a véritablement un chronométrage du temps de travail des ouvriers. Il y a des registres où on commence à indiquer l'heure d'arrivée des ouvriers, avec une retenue sur salaire, ce qui se révèle un élément assez dissuasif. Il y a par ailleurs des contrats longs. L'avantage ici, c'est de garantir une certaine stabilité, et notamment sur le plan salarial. Simplement, Bertrand Gilles montre dans son étude que tout ceci n'est pas suffisant, et que pour les ouvriers de ces industries métallurgiques, ces salaires, finalement, se révèlent bien souvent insuffisants. Et ce qui explique qu'ils n'ont pas suffisamment de quoi, eux et leurs familles, de vivre décemment. Aussi, ces ouvriers sont-ils contraints, obligés en quelque sorte, en tout cas par eux-mêmes, s'ils veulent se nourrir, ils sont contraints finalement d'exploiter un lopin-de-terre autour de chez eux. Quant aux conditions de l'industrie du fer, elles sont marquées avant tout par une disette du bois. Or, le bois se révèle essentiel, à l'évidence à l'époque, pour ce qui concerne les aspects énergétiques. Cette disette du bois apparaît particulièrement marquée dans l'ouest de la France, en Bretagne, en Normandie, mais aussi dans le nord, ainsi que dans un large midi. La situation est même pratiquement catastrophique en ce qui concerne la Franche-Comté, où la situation donc est particulièrement désastreuse. Alors il y a ici ou là l'emploi du charbon de terre, la houille en quelque sorte. Alors il faut s'interroger sur cette réalité. C'est vrai que le bois était d'abord privilégié, mais peu à peu le charbon de terre fait son apparition, se développe. On a soin d'envoyer des ingénieurs, des personnages tels que Duhamel en Angleterre ou d'autres encore en Allemagne, pour regarder la manière dont le charbon se trouve exploité, se trouve utilisé, afin de pouvoir l'utiliser dans les forges en France. Et il y a ici cette situation très emblématique du Creusot. En fait, il y a au seuil des années 1780 cette recherche ardente entre un certain Ignace de Wendel et puis William Wilkinson qui lui susurre en quelque sorte le fait qu'il faut s'attacher au Creusot. Il y a là un canal qui passe à une demi-lieue du site qui a été repéré, c'est-à-dire environ 2 kilomètres. Certes, il faut déjà accomplir cette distance, mais ceci se révèle assez déterminant pour expliquer l'emplacement ici du site industriel qui peu à peu prend forme au Creusot. On a aussi, il faut bien le souligner, avec Wilkinson et puis de Wendel, il y a l'idée ici qu'il faut comprendre qu'il y a l'importance accordée donc à la finance. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a à la fois l'impulsion technique, le génie technique,
mais il y a aussi la nécessité, et c'est flagrant au Creusot, il y a cette nécessité d'avoir des apports sur le plan des capitaux. Quant aux ouvriers, évidemment nécessaires au fonctionnement de ces entreprises, il y a là ici l'amorce d'un travail spécifique. En effet, jusqu'ici, les ouvriers étaient essentiellement des ouvriers agricoles. Certains commençaient à devenir aussi ouvriers tournés vers l'industrie, mais en jonglant sur les deux tableaux, c'est-à-dire des ouvriers agricoles de Pâques à la Toussaint et de la Toussaint à Pâques, des ouvriers qui finalement s'attachent au travail dans l'industrie naissante. Ce qui apparaît comme caractéristique nouvelle ici, particulièrement en ce XVIIIe siècle, c'est que finalement, il y a désormais des ouvriers tournés très largement, presque exclusivement vers l'industrie. Ce qui nous amène à voir, pour la troisième et dernière partie, un point sur lequel Bertrand Gilles s'appesantit, c'est l'état des forges françaises en 1772. Oh, ce n'est pas à partir d'un premier rapport réalisé cette année-là, il y en a déjà eu d'autres. Il y en a notamment eu un premier sous Colbert en 1665. En effet, en 1665, Colbert voulait essayer de savoir un peu ce qu'il en était, un peu partout dans le royaume de France, sur le plan de cette industrie naissante. Simplement, c'était assez limité, assez humble, cette enquête de 1665. Alors, il y en a eu d'autres au cours des décennies qui ont suivi. La principale d'entre elles, qui porte en tout cas sur la métallurgie, c'est celle lancée sous l'impulsion d'Haury, de 1740 à 1744. Mais il va y avoir une enquête plus ample, plus importante, plus concise, avec, on va le voir, un certain nombre de difficultés néanmoins, c'est celle de Terray, qui est lancée le 5 mai 1772. Cet intendant, ici, il cherche à comprendre la situation concernant les entreprises en France. Il indique en effet, pour pouvoir asseoir sur des bases certaines les moyens de remédier à ce mal, les difficultés du moment, et notamment en particulier la concurrence du fer provenant de Suède, eh bien pour remédier à ce mal, dit-il, j'ai jugé qu'il était préalablement nécessaire de connaître avec toute la précision possible la quantité de fonte, fer, acier et quincaillerie qui se coulent ou se fabriquent dans chaque province, leur prix et les divers mouvements du commerce de ces matières. C'est l'objet d'un état dont je vous remets le modèle ci-joint. Alors il a soin de compléter cette circulaire pour demander à la fois que les enquêteurs s'intéressent au lieu d'exploitation, qu'ils s'intéressent également à la rivière afin de la mentionner, qui assure la force motrice, s'intéresser aussi à la réalité de l'usine, son emprise au sol, son emprise foncière, à la fois pour l'ensemble du terrain, mais aussi pour les bâtiments, et aussi de s'attacher aux diverses productions, fonte, fer, acier, quincaillerie, ainsi que les noms des propriétaires et exploitants. L'enquête se veut complète, elle rencontre néanmoins des problèmes. Pourquoi? Parce que si elle est lancée en 1772, eh bien, un certain nombre d'enquêteurs, finalement, n'obtiennent les informations qu'en 1773, 1774. Certes, avec le recul du temps, on relativise peut-être quelque peu. Bertrand Gilles montre que, ô combien, finalement, cet étalement de l'enquête sur plusieurs années s'avère quelque peu gênant quand même. Et puis, les réponses s'avèrent incomplètes. Les réponses portent en fait sur 12 intendances. Celle d'Orléans est très incomplète, elle se limite juste à une liste de forges pour l'essentiel. À Limoges, il y a finalement une lettre de Turgot qui vante finalement l'idée d'une certaine liberté sur le plan économique, mais ça se limite pratiquement à cela, et donc finalement c'est assez incomplet parfois. Néanmoins, il y a quand même, il faut le noter, des intérêts, ils sont multiples, à la fois pour réaliser un véritable index des noms de lieux et de personnes, et pour opérer finalement un classement par généralité, avec les noms des différents sites repérés, des différentes forges, les noms des propriétaires et caractéristiques de fonctionnement. Ces caractéristiques montrent d'une part qu'il y a
une nette séparation entre la propriété de la forge et son exploitant. Ceci montre également, nous sommes en 1772, que la production du fer s'effectue uniquement avec du bois. Le recours au charbon, finalement, oui, il existe, mais en tout cas pour ici, les forges en 1772, c'est uniquement avec du bois. Et enfin, c'est la distinction entre le propriétaire, généralement, pas toujours, mais généralement un noble, qui fournit, grâce à ses forêts, grâce à ses bois, qui fournit le combustible, et aussi l'exploitant, qui est dénommé tout simplement dans les textes de ces enquêtes comme étant le sieur un tel ou un tel. En conclusion, Bertrand Gilles montre dans son étude sur cette métallurgie, entre 1661 et 1789, que résident là finalement les fondements du capitalisme, en particulier donc pour la métallurgie, les fondements du capitalisme qui émergent, qui s'enracinent au XIXe siècle. Ces fondements du capitalisme, quels sont-ils? C'est d'une part des ressources, des matières premières. C'est aussi finalement des ressources sur le plan des capitaux qui sont apportés, des impulsions qui sont données par un certain nombre de personnes de la noblesse, mais aussi par un certain nombre de personnes qui finalement fondent cette bourgeoisie industrielle avec un enracinement dans les campagnes au point de départ. Et puis, ce capitalisme aussi, en disant cela, s'appuie sur des ressources financières assez évidentes. Ceci dit, Bertrand Gilles se montre parfois aussi un peu interrogatif. Il tend finalement, par certaines de ses remarques, à nuancer les initiatives et les progrès qui peuvent apparaître ici ou là. En effet, il indique dans son étude, toujours farci d'erreurs et de préjugés scientifiques, l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot, qui vient de paraître entre 1751 et 1772, l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot, n'apportait aucune précision. Bien au contraire, elle définissait l'acier, un fer plus pur que le fer ordinaire, dégager des parties hétérogènes qui l'embarrassent et qui lui nuisent, un métal plus plein des parties métalliques qui constituent son être sous un même volume. On ne pouvait guère trouver définition plus stupide. En fait, il y a là, ici, de la part de Bertrand Gilles, cette idée qu'il convient de nuancer le propos, et que si, par certains côtés, il y a de belles et louables initiatives et des progrès nets, il y a aussi, parfois, un certain nombre d'initiatives qui existent, mais qui tendent à être autant d'inertie. Et c'est ainsi, pour terminer le propos, que Bertrand Gilles montre à la fois ce double tiraillement entre innovation et progrès d'un côté et entre inertie et lenteur d'un autre côté. Je vous remercie.